fabriqué à Tianjin, qui a été livré à la compagnie Sichuan Airlines, qui est une compagnie régionale chinoise. Sichuan, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans cette conférence, c'est 120 millions d'habitants, c'est 2 fois la France. C'est une des provinces de la République populaire de Chine. Alors, le premier Airbus A320 entièrement monté en Chine, alors avec des ingrédients venus notamment d'Allemagne, de France, etc., mais le montage fait en Chine avec des ouvriers chinois, qui évidemment n'en perdent pas une miette. N'oubliez pas que les Chinois ou les Extrême-Orientaux, moi je les connais, j'ai vécu au Japon, je parle japonais, j'aime beaucoup ces peuples d'Extrême-Orient, mais on leur apprend depuis leur naissance. Ils ont une écriture très particulière, il faut à peu près 10 à 15 ans pour apprendre à lire. Dès leur naissance, on apprend à copier le moindre détail. Ce sont des civilisations comme ça. Voilà. Vous imaginez ce que ça veut dire quand on fait fabriquer des Airbus, monter des Airbus en Chine. D'ailleurs, ça y est, les Chinois viennent de sortir une copie des Airbus, entièrement chinoise. Donc, le 23 juillet 2009, le premier Airbus A320 a été livré à la Sichuan Airlines. Et puis, à la fin 2009, eh bien, il y avait eu, très exactement, 11 Airbus qui avaient été livrés par l'usine chinoise de Tianjin, 6 A319 et 5 A320. Ça, c'était fin 2009. Ça, c'était avant. Bon. En 2011, 2 ans après, l'usine chinoise de Tianjin a produit 48 Airbus dans l'année, c'est-à-dire 1 par semaine. Combien de copies d'Airbus va-t-il y avoir? Que restera-t-il de l'industrie aéronautique française dans 10 ans, en 2025? Boeing, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes en train de s'aborder, y compris un truc comme Airbus, dont je rappelle d'ailleurs que ça n'a aucun point commun avec la construction européenne. Au total, ça c'est le nombre de milliards d'heures travaillées dans l'industrie en France. Au cours des années 97-2011, on est passé de 6,1 milliards d'heures travaillées dans l'industrie en 97 à 4,3 en 2011. En 2016, on a dû tomber en dessous de 4. Ça veut dire que c'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu 1/3 du total des heures travaillées en 15 ans. Et qui le dit? Qui tire la sonnette d'alarme? Aucun débat de fond n'a lieu de cité en France dans les grands médias nationaux. Si vous dites qu'il faut sortir de l'euro, vous avez aussitôt les Jacques Attali, des gens qui se sont trompés surtout depuis 20 ans, mais qui ont un droit de cuissage sur les médias français, puisqu'on n'entend que les Jacques Attali, les Jacques Delors, les Michel Rocard, etc., qui se sont trompés sur tout, et qui sont encore ceux qui ont 100% du monopole. Et si vous dites ça, alors, dans le meilleur des cas, on va vous dire « Ah, quoi, vous êtes d'extrême droite !» Et donc le débat est interdit. Et on médiatise Madame Le Pen, et Monsieur Le Pen, qui est en train de nous ressortir un truc sur l'Holocauste, là, ces jours-ci, pour bien mettre... Tout ça, c'est pas pour rien que le Front National est médiatisé, Pourquoi je ne suis pas médiatisé? Pourquoi le FN l'est, à votre avis? Le système trouve avantage à médiatiser l'un et à ne pas médiatiser l'autre, bien entendu. Je vais vous faire remarquer que De Gaulle ne passait sur aucun, jamais sur Radio Paris en 1941. Vous savez pas une fille blonde, aux yeux bleus? Alors, actuellement, chaque jour, la France perd 6 à 700 emplois industriels. C'est de nous qu'il s'agit, c'est de nos enfants en particulier. Moi j'ai des enfants, un certain nombre de personnes dans cette salle doivent en avoir aussi. Il y a de quoi être extrêmement angoissé. Moi je me rappelle quand j'étais petit, dans les années 65, moi j'avais des grands-parents, qui sont malheureusement morts depuis longtemps maintenant, mais je me rappelle très bien qu'ils me disaient « Tu as de la chance, tu auras une vie meilleure que la nôtre ». Est-ce que maintenant, les gens qui ont des petits-enfants, honnêtement, est-ce qu'ils disent ça à leurs petits-enfants? La France perd 6 à 700 emplois industriels. La France perd une usine tous les jours ouvrables. Et environ 700 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Alors, faisons un peu de politique. Rappelons un petit peu ce qui se passe en matière de politique. Le 28 octobre 2008, c'est-à-dire il y a un peu plus de 7 ans. 7 ans, ça fait beaucoup quand même. C'est pas 7 jours, c'est pas 7 semaines, c'est pas 7 mois, c'est 7 ans. C'est même 7 ans et demi. Nicolas Sarkozy va dans les Ardennes, pas très loin d'ici, à Rethel. Et il lance un grand plan emploi. On allait voir ce qu'on allait voir. Et il dit, voilà, alors la presse, oui, le président de la République, avec son dynamisme, il avait été élu un an avant,
Nicolas Sarkozy aux commandes, etc. Il faut les réformes indispensables que les Français se secouent. Extension du contrat de transition professionnelle, convention de reclassement personnalisé, simplification des filières d'indemnisation des chômeurs, aide aux services à domicile, remise en cause de l'interdiction du travail dominical. Il faut faire sauter les verrous de la société française. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est du Macron. Hein. Fusion ANPE Unédic dans un truc Pôle emploi qu'elle est, un truc super dynamique, super compétitif. Relance du crédit, on allait mettre les banques un coup de pied derrière pour qu'elles favorisent le crédit. Des contrats aidés, 330 000 contrats aidés. Enfin, toute la presse ne parlait que de ça. Le fameux discours, je dis fameux, il y a que moi qui me rappelle, hein, le fameux discours du 28 octobre 2008 à Rethel de Nicolas Sarkozy. On en est où 7 ans et demi après? Vous voulez voir où on en est? Voilà où on en est. 1,98 million de chômeurs en mars 2008. Discours de Rethel, on était à 2 millions de chômeurs. Voilà quelle a été la courbe de l'évolution du nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun emploi. Je ne parle même pas des catégories B et C qui ont des petits boulots. Le nombre de chômeurs de catégorie A en France, et France et dom-tom, vient de battre un nouveau record, vous l'avez appris avant-hier, 3,85 millions de chômeurs. Et ce qui est terrifiant dans cette courbe, c'est que vous avez ce que pourrait appeler un mathématicien appellerait ça une droite de régression linéaire, c'est que vous voyez que vous votez Sarkozy, vous votez Hollande, c'est la même courbe en réalité, avec des petits... En fait, vous avez la même courbe qui se prolonge inexorablement. Ça veut dire que M. Sarkozy ou M. Hollande, ils font de l'entertainment. Ils vous racontent du pipeau, ils vous lancent des plans, des trucs plein la vue, mais ils ne s'attaquent pas aux racines profondes du mal. Les racines profondes du mal, c'est celles que je vous ai montrées. C'est l'article 63 qui autorise toutes les délocalisations, c'est l'article 32 qui autorise toutes les réimportations de produits fabriqués à l'étranger, c'est l'article 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui ne fixe aucun objectif de plein emploi à la monnaie européenne, et c'est fondamentalement le taux de change excessif de l'euro. Si on ne change pas ça, nous allons continuer jusqu'au désastre. 24 mars 2016, c'était donc avant-hier, nouveau record absolu de chômage, 3 852 000 chômeurs de catégorie A pour la France et l'outre-mer, 5 766 000 chômeurs de catégorie A, B et C. Si on ajoute B et C, ce sont les petits boulots. Et encore ne s'agit-il que des statistiques officielles où on demande à Jean Basser, le président de Pôle emploi que je connais, de virer le maximum de gens, parce que c'est les directives gouvernementales, ou de faire basculer les gens dans des stages parking pour qu'officiellement ils soient considérés comme n'étant pas demandeurs d'emploi. Voilà la situation de notre pays. Je me permets d'insister, de vous présenter une courbe que personne en France, à part moi, ne vous présentera. Parce que ce sont des courbes qui sont interdites de publication, c'est l'évolution du nombre de chômeurs dans les 27 États de l'Union européenne. Ça, c'est le nombre total de chômeurs dans ce qu'on appelle Z17, c'est-à-dire la zone des 17 États de la zone euro du mois de janvier 2001 à août 2013. Depuis lors, il y a eu l'entrée de l'Estonie et de la Lettonie, donc il y a 19 États. On est passé de 2001 à 2013. Moi, j'aime quand je vous présente des statistiques, de les montrer sur une longue période. Parce que sur une courte période, sur 3 mois, 6 mois ou même 2 ans, on peut faire dire à des statistiques des choses qu'elles ne veulent pas dire. En revanche, sur une longue période, tout à l'heure je vous ai montré sur la période de la décennie 2000 l'évolution de l'euro, là c'est à peu près la même chose, de 2001 à 2013. On est passé de 11 900 000 chômeurs dans les 17 États de la zone euro à 18 700 000 chômeurs en 2013. Alors ça, on trouve à peu près ces chiffres. Mais pour avoir les chiffres suivants, alors ça, il faut vraiment faire des calculs, parce que ça n'est jamais diffusé, c'est quand même bizarre. C'est ce que j'appelle, moi, ZHE10, c'est-à-dire la zone des États en dehors de l'euro. Les États de l'Union. Les 10 États de l'Union européenne, bon maintenant on est 28, mais à l'époque il n'y avait pas la Croatie, les 10 États de l'Union européenne qui sont restés en dehors de la zone euro sur cette période, on est passé de 7 300 000 chômeurs à 7 200 000, c'est-à-dire en gros à peu près étable. Ça veut dire qu'en 2001, il y avait 4 600 000 chômeurs en plus dans les États qui avaient adopté l'euro. En 2008, ils étaient passés à 7 100 000. En 2013, ils étaient devenus 11 500 000 dans les États de l'Union européenne qui ont adopté l'euro par rapport aux États de l'Union européenne qui ne l'ont pas adopté.
On est donc même dans le même contexte réglementaire par ailleurs des pays de l'Union européenne. Donc je suis désolé, mais c'est la preuve statistique qui est faite sur 12 ans que l'euro est la cause numéro 1 de la montée du chômage. La pauvreté s'étend à toute allure en France. Là, c'est la dernière actualisation 2015. Je l'ai présenté hier, ce graphique, que je crois très impressionnant également. C'est le nombre de personnes pauvres en France, selon les données de l'INSEE en milliers. Là, c'est une statistique qui remonte à loin, qui remonte à 1970. Là, de 1970 à la fin du XXe siècle, on avait les 30 glorieuses. En fait, les 30 glorieuses, c'est plutôt les années 50 à 80. Mais enfin, on avait ici une évolution que vous voyez. C'est le nombre en jaune, le nombre de pauvres en France, et en rouge, le nombre de très pauvres. C'est quoi un pauvre selon l'INSEE? C'est quelqu'un qui gagne moins de 60% du niveau de vie médian, c'est-à-dire à peu près 950 € par mois. Et un très pauvre selon l'INSEE, c'est quelqu'un qui gagne moins de 50%, c'est-à-dire à peu près 840 € par mois. Ce sont des euros constants qui ont été recalculés par l'INSEE. Là, on a déflaté. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que de 1970 à 2002, on est passé de 9 millions de pauvres, 9 200 000 pauvres, à peu près 7 600 000 pauvres. Et de 6 500 000 très pauvres à 3 700 000 très pauvres. Donc une diminution rapide de la pauvreté. Même très rapide, d'autant plus qu'entre 1970 et 2002, la France est passée d'environ 52 à 53 millions de personnes jusqu'à 63, 64, actuellement il y a 65 millions de personnes en France, si on y comprend l'outre-mer. Donc la France a gagné 10 millions de personnes en plus, et le nombre de pauvres et de très pauvres, le nombre de très pauvres était passé de 6,5 millions à 3,5 millions. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que depuis 2002, on a une remontée rapide de la pauvreté. On est repassé en 2012 à 8 540 000 pauvres et à pratiquement 5 millions de très pauvres en 2012. C'est-à-dire qu'on est revenu en 2012 à ce qui était le niveau qu'il y avait en 1976. Voilà la situation. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ces dates. En 1968, les accords de Grenelle, avec Jacques Chirac, secrétaire d'État au Travail, Georges Pompidou, Premier ministre, Georges Séguy, secrétaire de la CGT, qui signe les accords de Grenelle pour sauver le soldat de Gaulle à la demande de Moscou. Ça, c'est la vraie histoire de mai 68. Le Kremlin a voulu sauver la peau de Gaulle. Vous avez compris que c'était les Américains qui étaient derrière l'affaire de mai 68. Donc c'est la raison pour laquelle le PCF et la CGT ont signé les accords de Grenelle. C'est le début du gauchisme en France, c'est-à-dire le début où les Cohn-Bendit, les Serge July, qu'on voit maintenant, qui sont les plus grands suppôts de l'impérialisme américain, tirent à boulet rouge non seulement sur De Gaulle, mais aussi sur les communistes français. Eh bien, les accords de Grenelle de mai 68, on a une hausse de 35% du SMIC, qu'on appelait à l'époque salaire minimum interprofessionnel de garantie, qui est devenu le SMIC ensuite. Je rappelle que l'augmentation de 35% du SMIC en mai 68, 35% des ouvriers, si on augmente le salaire de 35% des ouvriers, vous êtes obligé d'augmenter aussi le salaire des contremaîtres. Les contremaîtres ne peuvent pas gagner moins que les ouvriers. Donc les contremaîtres, on les a augmentés de 30%. Si vous augmentez le salaire de 30% des contremaîtres, vous êtes obligé d'augmenter les salaires des cadres moyens d'un petit peu de 25%. Si vous augmentez les salaires des cadres moyens de 25%, vous êtes obligé d'augmenter les salaires des cadres supérieurs de 20% pour respecter une hiérarchie des salaires. Donc au total, les accords de Grenelle ont augmenté la masse salariale en France de plus 22%. Regardez ce qui s'est passé. Un effondrement dans les années qui suivent du nombre de pauvres et de très pauvres. En fait, on a fait une relance keynésienne sans le dire à l'époque. On a d'ailleurs du taux de croissance phénoménal. En 72, on a fait 5,8% de croissance. Ici, en janvier 83, c'est les 39 heures et la 5e semaine de congés payés. On assiste à la poursuite de la diminution des très pauvres. Ici, en 98, on a les 35 heures. On assiste à la poursuite de la diminution des pauvres et des très pauvres. Je dis ça pour les gens qui nous expliquent que si la France est très pauvre et le nombre de pauvres, c'est parce que justement on n'a pas fait les réformes indispensables et qu'il faut supprimer toutes ces réformes qui seraient à l'origine de la pauvreté en France. Mais si c'est les 35 heures, les 39 heures, l'augmentation des salaires était à l'origine de la pauvreté en France, comment se fait-il que quand elles ont été prises, les années suivantes, on a vu le nombre de pauvres et de très pauvres diminuer? Il y a quand même un problème de logique. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, le point tournant, c'est l'arrivée de l'euro au 1er janvier 2002 sous la forme de l'euro fiduciaire.
et auparavant toutes les années 90, parce qu'en fait c'est comme un long paquebot qui commence à tourner, c'est justement l'adoption à partir de 92 et la mise en œuvre du traité de Maastricht, et puis la flambée de délocalisation et les contraintes de l'euro. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle tous les docteurs Diafoirus qui viennent vous dire qu'on va sauver l'euro en France, l'emploi en France, parce qu'on va mettre tout le monde en précarité, il n'y aura plus de CDI, on va supprimer le privilège des notaires, les avocats, etc. Tout le monde va être comme l'oiseau sur la branche. Que c'est ça qui va nous sauver, qu'on va supprimer, qu'on va remettre les gens au boulot, on va les faire travailler 60 heures. Alors qu'au passage, il n'y a aucune vision d'avenir, parce que là, ce qui se profile par ailleurs, c'est l'arrivée massive de la robotisation dans les 10 à 20 ans qui viennent, vous le savez. Des migrants. Comment ? Et des migrants. Accessoirement, par ailleurs, il y a aussi des migrants. Donc en fait, la preuve est faite ici que les contraintes imposées par l'euro provoquent un changement d'orientation séculaire qui est le retour de la grande pauvreté. Actuellement, ce débat est interdit, puisque quand on vous dit qu'on sort de l'euro, vous avez immédiatement les fatwas, les gens qui sortent des pattes de lapin et les crucifix, le débat est interdit. Et pendant ce temps-là, le chômage ne fait qu'augmenter, augmenter et augmenter encore, comme si, depuis d'ailleurs le discours de Rethel, rien n'avait été fait en matière de réforme. Je peux vous assurer que dans l'administration, il y a un fonctionnaire sur deux qui n'est pas remplacé. Je peux vous assurer que beaucoup d'administrations sont désormais à l'os. Regardez vos routes nationales, dans quel état elles sont. Il manque 300 millions d'euros dans le budget de l'État pour en faire l'entretien des routes nationales. On est en train de... Pourquoi, quand vous voyagez en TGV à travers la France, par moment, vous faites du 20 à l'heure, enfin du 50 à l'heure? Moi, je croyais que c'est parce qu'il y a un train devant, pas du tout. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'est parce qu'il y a des portions entières du réseau de la SNCF qui sont dans un tel état de dégradation qu'on ne peut plus rouler plus de 60 à l'heure. On est dans cette situation-là budgétaire, et là, c'est encore raté cette fois-ci, on sera encore en dessous des 3%, enfin au-dessus des 3% de déficit budgétaire. Donc si vous voulez vraiment agir pour arrêter la disparition de l'emploi et de l'industrie des emplois en France et dans la Meuse, alors il faut que la France sorte de l'euro pour récupérer la maîtrise de sa politique monétaire, notamment pour le change externe, et qu'elle dénonce juridiquement des articles essentiels des traités européens, notamment les articles 32, 63 et 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et nos retraites, et nos acquis sociaux, qu'est-ce qui leur arrive à nos retraites et à nos acquis sociaux? Eh bien, je suis au regret, là encore une fois, d'entrer dans les traités européens, l'article 121 sur les grandes orientations de politiques économiques. Pourquoi, quand vous votez à droite ou quand vous votez à gauche, vous avez la même politique? Parce qu'en fait, les grands choix politiques, économiques et sociaux sont désormais fixés par la Commission européenne en vertu des traités. L'article 121 précise que les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil européen. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques, (IGOP), des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États, je reconnais que c'est... Il faut se farcir ce genre de texte. Hein. Mais c'est là que se trouve la solution des problèmes. Le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique de chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations. C'est pour ça que la loi El Khomri, c'est pas la loi El Khomri, hein. C'est même pas la loi Valls, c'est même pas la loi... comment dirais-je, la loi Flamby, comment ça s'appelle, Hollande. C'est un truc qui est demandé depuis plusieurs années maintenant par la Commission européenne, par les rapports de la Commission européenne en vertu de l'application de l'article 121. Le caractère ignoble de ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, M. Rebsamen, qui n'avait pas envie de porter le chapeau parce qu'il y a les commissions qui disent quand est-ce que vous commencez à démanteler le droit du travail, M. Rebsamen, qui sans doute avait des pudeurs, il se dit quand même pour la gauche, quand même un peu délicat de démolir le droit du travail, il est reparti à Dijon, et M. Hollande a cru malin d'un point de vue politique de nommer une beurette. Pour que ce soit une beurette, notamment vis-à-vis des populations d'origine immigrée, qui soit mêlée à cette affaire. C'est un calcul politicard, mais dégueulasse, de chez dégueulasse, hein. Mais c'est pas Madame El Khomri, monsieur. Ça sera demain, ça vous aurez Juppé demain, ça sera pareil.
Le programme officiel des Républicains, c'est merveilleux, là, ils ont dit on va fusionner le CDD et le CDI. C'est joliment dit. Ça veut dire on supprime le CDI. Mais plutôt que de dire on supprime le CDI, on va fusionner le CDD et le CDI. Il y a quand même des gens qui, à défaut d'avoir des idées, ils ont en matière d'entourloupe des choses extraordinaires. Bon, alors l'article 121 précise que si vous n'obéissez pas, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné, que le Conseil peut adresser des recommandations nécessaires à l'État membre concerné, que le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ces recommandations. Puis attention, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné. Et je vous passe les détails sur le très grand nombre de sanctions qui sont désormais prévues. Je vous présente, je lui ai fait une pub incroyable depuis des années maintenant à ce monsieur. Il s'appelle Klaus Regling. Il s'élit toujours, mais maintenant il a changé de fonction. Klaus Regling, c'est un fonctionnaire allemand, c'est pas un crétin, c'est un haut fonctionnaire allemand. Il a été en fait, pendant une grande partie des années 2000, la personne qui a décidé de la politique économique et sociale de la France. Il n'était pas tout seul, il a joué un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il était le directeur général des affaires économiques à la Commission. C'est lui qui était en particulier en charge de faire les rapports sur les GOP, les grandes orientations de politique économique, en vertu de l'article 121. Donc, avec les fonctionnaires de sa direction, je ne sais pas de l'anti-germanisme que je fais, parmi les fonctionnaires de sa direction, il devait y avoir sans doute un huissier français, une secrétaire slovaque, des cadres, des économistes espagnols et finlandais. Enfin, c'est la tour de Babel de la Commission. Mais enfin, ces gens qui ne sont nommés par personne, qui ne sont élus, pardon, par personne, qui n'ont une légitimité égale à zéro, se permettent d'édicter ce que doivent être les politiques économiques et sociales, ce qui d'ailleurs est totalement contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, pour les révolutionnaires français, les droits de l'homme, c'est également les droits du citoyen. L'un ne va pas sans l'autre. Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est bien précisé que la souveraineté appartient au peuple, que nul groupe, nul individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Là, nous avons des gens qui ne sont même pas français, qui sont élus par personne, et qui s'attribuent l'exercice de la souveraineté du peuple français en disant voilà ce que vous devez faire. Alors c'était quoi le rapport COM 2003 du 8 avril 2003 qui fixait les grandes orientations des politiques économiques pour la France pour la période 2003-2005? C'était d'abaisser le déficit public sous la barre de 3% du PIB. On nous a bassiné avec cette histoire pendant des années. Sauf qu'au moment de la crise des subprimes, d'un seul coup, alors là, il fallait sauver les banques, donc tout ça, c'est remis au placard. Ce qui était, paraît-il, le fin du fin de la pensée économique, c'est-à-dire qu'il fallait surtout revenir en dessous de 3%. Quand il s'agit de sauver les banques, je rappelle qu'avec M. Sarkozy, on est passé à 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5, 8, 8,5% de déficit du PIB en 2009-2010. C'est pour ça que M. Sarkozy, qui avait été élu sur la promesse de faire baisser l'endettement public de la France, nous a laissé une ardoise. On n'a jamais vu ça depuis Vercingétorix. Plus 600 milliards d'euros de dette publique à la France. Et M. Sarkozy a le front de se représenter en donnant des leçons de bonne gestion. Il faut quand même le faire. Je n'ai d'ailleurs qu'un espoir, c'est de pouvoir débattre avec lui ou avec M. Juppé. Je racontais, je crois que c'était hier, que par ailleurs les Républicains, pour parler de ce parti politique, est un parti, on l'a appris en voyant les comptes de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques, les Républicains sont un parti en faillite. La situation nette bilancielle des Républicains, c'est moins 38 millions d'euros. Vous avez l'ensemble de l'actif, l'ensemble du passif, moins 38 millions d'euros. C'est-à-dire que les Républicains ne peuvent plus continuer à vivre s'il n'y a pas des banques qui les financent. Alors moi j'espère pouvoir avoir un débat à la présidentielle où M. Juppé commencerait à donner des leçons de bonne gestion. Je dirais écoutez, avant de donner des leçons de bonne gestion à la France, regardez déjà le parti politique que vous dirigez. Nous sommes petits, mais nous avons un endettement égal à 0 à l'UPR, et nous avons une situation nette positive. On n'a pas grand-chose, mais on a quand même un petit trésor de guerre de cotisations qui nous ont été versées pour préparer les prochaines échéances. Et puis on a un petit peu d'actifs, on a quelques ordinateurs, on a un véhicule d'occasion, etc. Voilà. Nous, tous les comptes sont sur la table. Réduire le coût de la main-d'œuvre, notamment pour les bas salaires. Ça, c'est des phrases extraites du rapport COM 2003, du 8 avril 2003, spécialement dévolue à la France. Moi, j'aime bien cette phrase. La Commission européenne a décidé qu'il faut réduire le coût de la main-d'œuvre, notamment pour les bas salaires.
Réfléchissez à cette phrase, elle est magnifique. On dirait, je sais pas, c'est quelque chose, c'est la beauté de la tragédie grecque. Réduire le coût de la main-d'œuvre, notamment pour les bas salaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui gagnent peu, il faut qu'ils gagnent moins. Ça veut dire. Réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi. Ça, c'est la novlangue européiste, comme il y avait une langue de bois soviétique. Il y a une langue de bois européiste. Simplifier la protection de l'emploi, ça veut dire supprimer la protection de l'emploi. En imposant des schémas d'emploi et de carrière plus flexibles. On y est. C'était déjà ce que M. Villepin avait voulu faire, vous vous rappelez, avec le contrat première embauche, il y a eu 2 millions de personnes dans les rues. Alors, les gens avaient dit oui, salaud, Villepin, etc. Puis après, c'est oui, salaud, Woerth. Puis maintenant, oui, salaud, Macron. Mais à chaque fois, c'est les lampes. Salaud, El Khomri, ce sont les lampistes. Réformer complètement notre système de retraite, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à 37 années et demie de cotisation, on est passé à 38, 39, 40, 41, 40. On doit être à 41, je crois. Bon. Sachant que M. Klaus Regling, lui, ne cotise pas hein, pour les retraites. Et lui, quand il va partir à la retraite, il aura à peu près quelque chose comme 15 000 € par mois de retraite sans jamais avoir cotisé. Hein, payé par fonds publics. Élever l'âge effectif de la retraite. Enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé. Tout ça, ce sont des phrases extraites hein, de ce dossier. Enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé, vous savez que tous les 6 mois, il y a des déremboursements supplémentaires de médicaments. En plus de ça, on promeut comment dirais-je, les mutuelles privées. Hein. Et ce qui se cache derrière, c'est la destruction de la sécurité sociale, pour avoir en fait le fin du fin qui est le modèle américain, où vous avez une médecine pour les très riches, une médecine pour les moins riches, une médecine pour la classe moyenne, une médecine pour les pauvres, et pas de médecine du tout pour 50 millions d'Américains qui sont en dehors, qui n'ont aucune couverture sociale. Hein. C'est ça le modèle américain qu'on veut nous fourguer. Enfin, le 7e point, mettre en concurrence les marchés d'énergie, notamment gaz et électricité, c'est ce qui s'est passé. Hein. Vous avez François Fillon, dans les derniers temps de son pontificat, avant l'arrivée glorieuse de M. Hollande et de M. Ayrault, pardon, eh bien, on a ouvert le marché de l'énergie en France à JP Morgan et Goldman Sachs. Vous pensez, comme JP Morgan et Goldman Sachs ont le souci de fournir en gaz et en électricité, d'assurer le service public à Mme Barbemolle qui habite à Bar-le-Duc. Ils sont là pourquoi? Ils sont là pour faire de l'écrémage, pour prendre les marchés les plus juteux et pour dégager le maximum de profit, ensuite en augmentant les tarifs. C'est toujours la même chose, hein. Sauf sur le modèle économique en matière de télécom. Regardez ce qui s'est passé par exemple sur la privatisation des réseaux d'adduction d'eau. Dans un premier temps, oh là là, c'est géré par le public, c'est très mal géré. Il faut absolument privatiser. Premier acte. Deuxième acte, on privatise. 6 mois après, oh là là, on a découvert des comptes incroyables, ils ne connaissaient pas leur coût. En fait, les prix de vente sont beaucoup trop bas, il faut absolument augmenter les prix de vente. Et à ce moment-là, on nous disait que c'était très mal géré, mais après, c'est tellement bien géré que vous avez une flambée du prix de l'eau, ça va être plus 300% à Paris, etc., etc. Voilà tout ce qui est décidé, et que vous votiez à droite ou que vous votiez à gauche, Bernic, tout ça a été gravé dans le marbre des rapports de la Commission. Alors, tout ceci me fait vous dire à quel point, personnellement, je suis peiné de voir ce spectacle. Au moment où ça s'était défendre nos retraites, au moment où, vous savez, contre Sarkozy et Woerth, on a fait défiler les syndicats français, CGT, CFDT, ont fait défiler des salariés en leur demandant de taper sur Sarkozy et sur Woerth. Je ne suis pas là pour défendre Sarkozy et Woerth, hein, bien entendu. Tout ce petit monde est complice. Mais vous voyez bien, c'est comme actuellement, on fait descendre les Français pour défiler contre Madame El Khomri. Vous connaissez ce proverbe chinois qui dit « Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». C'est pas Woerth, c'est pas Sarkozy, c'est pas El Khomri, c'est pas Valls, c'est pas... La chose vient d'ailleurs. Ça se passait boulevard des Filles du Calvaire, à Paris, 11e, c'est pas très loin de là où j'habite. À l'époque, je suis allé, au moment de ces manifestations, j'étais allé, non pas dans la manifestation, mais sur le trottoir, j'ai collationné un certain nombre de tracts, CGT, CFDT, UNSA, Force ouvrière, etc. J'avais beau tourner, retourner, alors c'était des trucs du style oui, Woerth et Sarkozy, prenez votre retraite tout de suite, Sarkozy, tu es un an, enfin bon, bref, des insultes, des trucs, des machins, oui, le gouvernement. Nulle part, il était question de l'Europe. Alors moi, je vais voir un type, là, de la CGT, je dis, mais j'ai vu votre âge, mais pourquoi vous ne parlez jamais de l'Europe? Alors le type, il dit, oh, je sais pas, attendez, je vais appeler
je vais appeler mon boss, ou je sais pas quoi, ou chef de section, c'est un type qui arrive. Il dit, mais qu'est-ce que là? Qu'est-ce qu'il y a? Alors je dis, pourquoi? J'étais incognito. Je dis, j'ai vu vous, mais pourquoi vous ne parlez pas de l'Europe? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, ce que je veux dire, c'est que il faudrait dire que ça vient des directives européennes. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, nous, on n'est pas contre l'Europe, hein, on n'est pas des fachos. Ah non, moi de moi l'idée de le penser. Mais j'ai dit, mais tout ça, ça vient des directives européennes. Je commence à dire, ouais, on voit où tu veux en venir. Non, nous, ici, hein, nous, on est dans je sais pas quoi, il me raconte le discours de Mélenchon, le discours du Front de gauche, hein, le discours de la gauche, comment ils enfument les Français, notamment les salariés français. Nous, on n'est pas la faucheuse, nous, ce qu'on veut, c'est une Europe sociale, avec une harmonisation par le haut. Voilà. Elle dit, très bien. Merci, je suis renseigné. C'était il y a 7 ans. Un beau proverbe chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait, et c'est ça le drame de la société française, c'est que tous les contre-pouvoirs en France sont disjonctés. C'est-à-dire que la CGT, la CFDT, Force ouvrière, l'UNSA et la CFTC sont des syndicats membres de la Confédération européenne des syndicats qui est financée par la Commission européenne. Et que les dirigeants syndicaux suivent des cours de formation, des séminaires, des trucs et des machins, où ils sont largement d'ailleurs très bien reçus, dans des palaces, et on leur explique comment faire passer la nécessité des réformes indispensables. Qui en est son président maintenant? C'est maintenant une dame à la tête de la Confédération européenne des syndicats. Comment? C'était pas Thibault qui devait prendre le manette? Non, c'est une femme qui est à la tête de la Confédération européenne des syndicats. Donc en réalité, la gravité de la situation, c'est que l'ensemble du système médiatique, politique et syndical français est complice de la situation. Les syndicats sont devenus des syndicats jaunes. Moi, je suis pas du... Vous savez, moi, je suis... franchement, quand j'étais petit, c'était une famille française, hein, avec des gens qui, autour du gigot flageolet le dimanche midi, sont de l'air. Donc, il y avait des gens de droite, il y avait des gens du centre, il y avait des gens de gauche, il y avait tout dans la famille. Ce qui m'a rendu personnellement très tolérant et de me sentir bien dans le parti politique que j'ai créé, parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons à l'UPR. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment le monde salarié français s'est fait avoir dans cette histoire. Un jour, je suis allé, j'étais invité, c'était il y a plusieurs années, c'était il y a 5 ou 6 ans peut-être, j'ai été invité par un parti qui s'appelle le Parti pour un renouveau communiste en France, le PRCF. C'est des communistes maintenus. Hein. Quand vous allez sur leur site internet, il y a le discours de Staline de 1952. C'est déjà ils considèrent que le dernier communiste en France, c'était Maurice Thorez, donc vous voyez un petit peu le genre. Mais ce sont des gens honnêtes, des gens avec des convictions, des gens fiables, et c'était à Lens que ça se passait. Donc j'étais allé à Lens, et les gens du Nord sont des gens extrêmement chaleureux, j'en profite pour saluer, je crois que j'ai vu Eric Mascaro qui a fait part, voilà. Les gens du Nord sont des gens extrêmement chaleureux, très sympathiques. Donc c'était vraiment un milieu prolétaire. Je suis allé faire cette conférence, et je me rappellerai toujours à l'issue, enfin c'était pas celle-là exactement, mais ça revenait à ça. Je me rappellerai toujours à l'issue de la conférence, on était allé boire des bières, bien entendu, c'est dans le truc style les corons. Hein. Et il y avait un ancien qui était là de la CGT. Et le témoignage qu'il m'a dit, je l'avais trouvé assez touchant, même assez bouleversant. Parce qu'il me racontait que, quand il était plus jeune, il y avait eu Krasuki, justement, ou non, avant Krasuki, c'était Georges Ségui. Donc, justement, à la fin des années 60, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était venu à Lens, ou à Lille, je sais plus, peut-être à Lille. Et il me raconte qu'il, lui, était un jeune ouvrier, il m'a dit, on avait vu le patron de la CGT qui était arrivé, camarade de Ségui, et il était arrivé dans une Renault 8. La Renault 8, il me racontait, c'était une voiture, comme une boîte à chaussures, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est qu'une Renault 8 en 1968. Bon. Et il est sorti de sa petite voiture Renault, et il lui conduisait tout ça, et puis c'était comme Linda de Souza, il avait la valise en carton, et il est descendu dans un hôtel de préfecture, un hôtel 2 étoiles. Et puis il avait discuté avec les camarades. Bon. Et puis il me dit, c'était il y a 5 ans ou 6 ans qu'il m'avait raconté, il m'a dit, l'autre fois on a vu Bernard Thibault qui est arrivé, il était en Velsatis, une voiture qui a disparu, vous savez ce que c'était la Velsatis, une espèce de grosse Renault. Velsatis, il avait la voiture, le chauffeur, le garde du corps,
Il était à l'arrière. Il est sorti. Il est entré dans son hôtel. C'est un palace à Lille. Je ne sais plus. L'histoire ne dit pas. C'était le Carlton. Je ne sais pas. Il a dit. Il n'est même pas venu saluer les camarades. Vous avez tout compris sur l'évolution du monde syndical en France. C'est ça la réalité, la situation. Comme au théâtre de Guignol, les responsables politiques et syndicaux incitent les Français en colère à s'en prendre à des marionnettes. Méchant Wörth, méchant Sarkozy, méchant Valls, maintenant c'est méchante Madame El Khomri. En réalité, on protège. Si vous voulez vraiment agir pour arrêter la destruction de nos retraites et de nos acquis sociaux, alors il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment l'article 121, qui est un article essentiel. Je n'ai pas parlé de l'article 106 qui démolit les services publics, mais je ne peux pas parler de tout, sinon on en a jusqu'à 3 heures du matin. Il faut que je m'oriente vers la fin de cette conférence qui est déjà trop longue. Mais il y a des versions plus longues que vous trouverez sur Internet. Vous verrez d'autres articles, des articles sur 106 notamment, qui démolissent les services publics. Avant de conclure, je voudrais hausser le débat, parce que nous sommes tous français, comme disait le duc de Berry en 1815, lorsque les soldats de Napoléon, après Waterloo, ont commencé à se tirer dessus avec les soldats des Bourbons. Donc il était à halte au feu, et là, attendez, on est tous français. On est tous français, on est tous redevables d'un pays qui s'appelle la République française, d'un pays qui s'appelle la France, c'est un pays qui a au minimum 1000 ans d'histoire, depuis l'accession du Capet sur le trône, et peut-être même 1500 ans si on remonte au baptême de Claovègue, devenu Clovis en 496. Qu'arrive-t-il à la langue française et à la diplomatie dans le monde ? Je voudrais vous faire toucher du doigt comment ça fonctionne, l'Europe. L'Europe, c'est 28 États qui ont été mariés de force. On ne vous a pas demandé si vous aviez envie de fusionner avec des Lettons. D'ailleurs, je suis persuadé que si je demandais ici même, alors que vous êtes un public plus éveillé que les autres, puisque malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont en train de regarder TF1. Mais si je vous demandais de me dire quels sont les 28 États, quel est par exemple le drapeau de cet État, quel est cet État, ou quel est celui-ci ou celui-là, je ne suis pas sûr que j'aurais 100% de bonnes réponses. Il y a 28 États. Il y a également 24 langues officielles. L'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. Il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne. Nous avons également 3 alphabets. L'alphabet romain, hellénico alphabeto qui est l'alphabet grec, et kyrillia qui est l'alphabet cyrillique qui est utilisé en Bulgarie. Et tout ceci nous donne 276 combinaisons de traduction. Alors, outre que les frais de traduction sont en croissance exponentielle, si un jour ça vous arrivait, comme moi ça m'est arrivé d'accompagner un ministre à Bruxelles, il y en a un d'ailleurs situé, un ancien ministre que j'ai bien connu, Gérard Longuet, que j'avais une fois accompagné à Bruxelles, même si je ne m'occupais pas des affaires européennes. C'est inhumain. Et à l'époque, il n'y avait que 15 États. Un sommet des ministres industrie, c'est inhumain. Vous arrivez dans une salle, vous avez 28 ministres avec leur délégation. Donc déjà, ça fait à peu près 300 personnes dans une salle immense, dans une espèce d'immense table en ovale. Et tout le monde se met un écouteur sur la tête. Puis alors, il y a des questions, par exemple, de la taille des sièges de tracteurs à harmoniser. Vous commencez, vous écoutez le bulgare. Le ministre de l'Industrie bulgare qui commence à faire un topo de 10 minutes sur la politique vis-à-vis des sièges de tracteurs. Il n'y comprend rien, il lit d'ailleurs les dossiers. Alors vous avez tout ça traduit par un bulgare qui traduit ça en français, enfin c'est bon. Après il passe son tour, après c'est le danois qui vous dit ce qu'il pense de la taille des sièges de tracteurs. Après ça va être l'espagnol. Puis après ça va être l'estonien. Au bout d'une demi-heure, on passe au finnois. Il y en a 28. Le ministre dit, attendez, ça va, je ne peux pas. Il faut qu'il rentre dans sa circonscription, il a des problèmes dans son parti politique, il a une espèce de je sais pas quoi, il a beaucoup d'autres problèmes sur le fond, il s'en va. Il a les oreilles turgescentes, tout le monde n'en peut plus. Donc, résultat des courses dans ces conseils industrie, il n'y a pratiquement plus de ministres, ce sont des règnes des fonctionnaires. Et comme par ailleurs, vous trouvez facilement des interprètes français-allemand ou anglais-français ou allemand-anglais. Ça se trouve facilement.
Mais des interprètes grecs, lettons, ou bien croates, suédois, hein, ou tchèques, finnois, ça ne court pas les rues. Surtout qu'il faut que ça soit de la traduction simultanée. Et comme ça ne court pas les rues, d'abord ça coûte des sommes folles, il faut, mais comme ça, et puis en réalité c'est impossible. Donc, inéluctablement, tout le monde essaie de parler la même langue. Quelle est, à votre avis, la langue? C'est pas le finnois. En réalité, et c'est le piège, l'un des pièges dans lesquels la France est tombée, c'est la langue de rédaction d'origine des documents de la Commission. Du temps de Charles de Gaulle, 1962, il y avait 6 États dans le marché commun. La France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et l'Italie. 6 États. Aucun de ces États ne parlait l'anglais. L'anglais n'était pas une langue officielle. Il n'y avait que 4 langues officielles qui étaient le français, l'allemand, le néerlandais et l'italien. Le néerlandais, on va retrouver Périnaire, c'est parler néerlandais. Bon, l'allemand, en général, les gens parlent mal l'allemand. L'italien, bon, c'est gentil, mais les pays du Nord ne parlent pas l'italien. Donc, en gros, en 1962, plus de 80% des textes produits par la Commission, qui étaient d'ailleurs très peu nombreux, étaient en français. Lorsque De Gaulle a essayé, je l'explique dans ma conférence Qui gouverne la France, lorsque De Gaulle a essayé de subvertir le projet de vassalisation américaine de l'Europe par les États-Unis, mais c'est ça la construction en fait, ce sera un projet de domestication de l'Europe par les États-Unis. Si vous ne me croyez pas, allez voir ma conférence sur Qui gouverne la France. De Gaulle a compris le truc, il a compris qu'il ne pouvait pas en sortir parce qu'il n'avait pas le soutien du NRP. Donc De Gaulle a essayé de subvertir de l'intérieur le projet en faisant une Europe française. Mais ça avait du sens. C'était crédible en 1962. Parce qu'il n'y avait que 6 États et la France était le plus grand de ces États. Quant à l'Allemagne qui était coupée en deux et l'Italie qui sortait de la période fasciste et l'Allemagne de la période nazie, c'était des nains politiques. Et d'ailleurs l'Allemagne n'était même pas à l'ONU, elle est entrée qu'en 1973. Donc l'idée d'avoir une Europe française qui servirait les intérêts de la France a été l'idée caressée par Charles de Gaulle. Il s'y est cassé les dents, je vous montrerai comment dans cette conférence. Mais c'était une idée. Il y a beaucoup de Français qui sont encore restés à cette époque, je l'ai dit. Mais c'est fini depuis belle lurette. En 1996, la langue française avait déjà été supplantée, il n'y avait plus que 38% des documents. En revanche, 48% des documents étaient déjà en langue anglaise. Parce qu'à partir de 1972, je vous rappelle que De Gaulle avait mis son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe. Il a dit que ça sera le cheval de Troie des États-Unis. Et c'est Pompidou qui, dès le sommet du 1er décembre 1969 à La Haye, a été le premier à planter un coup de couteau dans le dos de Charles de Gaulle, alors que De Gaulle était encore vivant d'ailleurs. Donc c'est à partir de l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun en 1972, et puis tout ce qui a suivi, les pays scandinaves, etc., que l'anglais s'est de plus en plus imposé. En 1996, la langue française c'était 38% des documents produits d'origine de la Commission, l'anglais c'était 48%. En 2007, la langue française était tombée à 12%, l'anglais à 80%. Et en 2007, ça, j'ai pas trouvé des statistiques plus récentes, mais je pense qu'en 2016, plus de 90% des documents maintenant c'est de l'anglais. Et quand on dit de l'anglais, c'est pas de l'anglais, c'est de l'anglo, c'est même pas de l'anglo-américain, c'est ce que les spécialistes, vous savez, appellent le blowlish, c'est-à-dire une espèce de sous-américain mal parlé par tout le monde, mais qui s'est imposé. Alors ça, c'est dramatique, parce que le piège se referme inexorablement. La langue de travail de l'Union européenne devient quasi exclusivement l'anglo-américain. La langue française subit une véritable déroute. Or, imposer sa langue, c'est imposer ses valeurs et sa vision du monde. La débandade du français dans les instances européennes est corrélée à la débandade de la stratégie de la France en Europe et de sa place dans le monde. Et c'est ça dont je voudrais vous parler avant de conclure cette conférence. Il faut arrêter de croire les gens qui vous mettent dans la tête que la France est un petit pays. Certes, nous ne sommes pas la République populaire de Chine, la Russie ou les États-Unis, ça c'est vrai. Mais il y a 195 États aux Nations Unies, nous sommes un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité. Nous avons encore la 5e ou 6e économie planétaire. La langue française est une langue qui est la seule langue avec l'anglais qui soit parlée quotidiennement sur les 5 continents. Il y a encore mieux que ça. On a mis dans la tête des Français que la langue française est en plein déclin. C'est exactement le contraire qui est vrai. La langue française est actuellement la langue qui se développe le plus rapidement au monde. Allez regarder les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie. Allez regarder, j'ai même un article du Daily Mail, les Britanniques s'en inquiétaient il y a quelques jours. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la langue française, ici, c'est la carte des pays de la francophonie.
de l'Organisation internationale de la francophonie. Malheureusement, vous voyez que l'Algérie n'y est pas, alors que c'est le deuxième pays francophone du monde après la France et devant le Canada maintenant. Je rappelle qu'il y avait 1 million de francophones en Algérie en 1962. Après le départ des Pieds Noirs, maintenant il y a 25 millions de francophones en Algérie. Bon. En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que la langue française se développe à toute allure en Afrique, dans les pays qui sont les pays qui gardent le plus fort taux d'accroissement démographique. De telle sorte qu'actuellement, la langue française est la 7e langue la plus parlée au monde et qu'on estime qu'en 2050, elle pourrait être la 3e. En 2000, il n'y a pas très longtemps, il y avait 170 millions de locuteurs francophones. En l'an 2000, en 2015, ils étaient passés à 240 millions. 70 millions de locuteurs en plus. En 2060, il pourrait y avoir jusqu'à 700 millions de locuteurs francophones, une langue qui sera à 90% africaine. Au lieu que la France se réjouisse de ça, parce qu'une langue, c'est une vision du monde, c'est un rayonnement planétaire, alors que la langue française se développe à toute allure en Afrique. Pourquoi d'ailleurs en Afrique? Parce que vous avez beaucoup de ces pays d'Afrique francophone qui entrent qu'à un dans le cycle de la modernité, notamment tous les jeunes, ont tendance à laisser tomber les langues ethniques d'origine, les langues tribales, pour adopter le français, parce que c'est l'accès à la modernité, c'est l'accès à Internet. D'ores et déjà, sur Google, sur eBay, sur Facebook, sur Gmail, la langue française se classe entre 2e et 4e position en termes de langue mondiale comme utilisation sur Internet, ce qui est quand même la clé de l'avenir. Donc, la langue française, alors que la France devrait miser sur son appartenance à la francophonie, j'en profite pour saluer dans la salle la présence de Manon, qui est d'origine québécoise, qui est membre de l'UPR et qui nous a rejoints pour quelques mois et pour donner un coup de main à l'UPR, puisque nous avons un certain écho au Québec auprès de nos cousins francophones. Au lieu de miser là-dessus, la stratégie de la France actuellement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous nous coupons de tout ce qui faisait notre puissance et notre rayonnement planétaire, tout ce qui justifiait en fait notre siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France se coupe progressivement du reste du monde, et notamment des pays francophones, qui sont la base même de sa puissance et de son rayonnement mondial. L'Europe est le seul continent sur la planète où la langue française est en déclin extrêmement rapide. Parce qu'en Espagne, on n'apprend plus le français, et en France, on apprend moins l'espagnol. En France, on n'apprend plus l'allemand. En Allemagne, on n'apprend plus le français. En France, on n'apprend plus l'italien. En Italie, on n'apprend plus le français. Tout le monde se met à l'anglo-américain. C'est à cause de la construction européenne et de notre suggestion à l'impérialisme américain qui se cache derrière. Mais ceci ne se reproduit pas ailleurs. Dont en Asie, a fortiori en Afrique, la langue française se développe très rapidement. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous, que ce n'est pas sortir de l'Union européenne qui isole la France, c'est d'y rester. Je montrais, je crois, c'était hier soir, que nous avons 6,2% de nos adhérents qui sont des Français expatriés vivant dans 77 pays du monde. On a plus de 620 adhérents qui vivent dans 77 États du monde. On en a plus de 60 qui vivent en Allemagne, qui vivent au Royaume-Uni, qui vivent en Suisse, qui vivent en Belgique, qui vivent au Canada. On a des adhérents dans des pays aussi étonnants que l'Azerbaïdjan, le Costa Rica, le Laos, je ne sais pas moi, on en a en Russie, on en a au Chili, on a 33 adhérents aux États-Unis. Des Français qui ont décidé de faire leur vie aux États-Unis. On dit qu'on est un mouvement, qu'on est anti-américain, mais il y a des Français qui vivent à New York, qui vivent en Californie, qui ont adhéré à l'UPR parce que ce qui est dit est vrai. L'image de la France en ce moment est en train de disparaître de la surface du globe. C'est ça la réalité. Les gens se disent où est passée la France. Avec les fonds structurels dits européens, vous savez maintenant que les fonds européens ne sont pas européens, ils sont payés par les États. Et donc la France, elle en paye beaucoup plus. L'Union européenne verse aux nouveaux États membres des sommes qui sont sans commune mesure avec ceux qu'on versait normalement à nos anciennes colonies devenues indépendantes. Actuellement, par l'intermédiaire de l'Union européenne, la France verse 90 fois plus d'argent à Malte ou à Chypre qu'à la Tunisie par habitant. 200 fois plus d'argent à la Lituanie qu'au Sénégal par habitant. C'est-à-dire que notre aide au développement, elle est complètement cannibalisée par cette aide qui va vers des pays. J'ai rien contre Malte, Chypre ou la Lituanie, mais ce ne sont pas des États avec lesquels nous avons des relations particulières. D'ailleurs, j'ajoute qu'en plus de ça, comme l'argent que verse la France à l'Union européenne vient de la TVA notamment et des droits de douane,
Ça veut dire que les Sénégalais ou les Tunisiens qui n'ont même pas la nationalité française, qui vivent en France, quand ils vont jouer au loto, ou quand ils vont jouer au PMU, ou quand ils achètent un paquet de tabac, ils payent de la TVA. Ça veut dire qu'en fait, il y a une ponction sur les immigrés sénégalais qui vivent en France pour qu'ils aillent donner 200 fois plus d'argent aux Lituaniens qu'au Sénégal. Est-ce que vous vous rendez compte de ce schéma? Que nous sommes là aussi le seul mouvement à souligner. Sur la base de quelle logique les Français versent-ils entre 80 et 200 fois plus d'argent à chaque Estonien, ici la ville de Tallinn, plutôt qu'à chaque Marocain, ici la ville d'Essaouira? Est-ce que c'est est-ce que c'est une politique intelligente au moment justement où les flux migratoires déstabilisent la société française, où il y a des forces qui en profitent pour jeter de l'huile sur le feu? Est-ce que c'est vraiment bien intelligent d'avoir cette politique-là? Sur la base de quelle logique on verse beaucoup plus d'argent à chaque Lituanien, ici la ville de Vilnius, plutôt qu'à chaque Malien, ici la ville de Yale? Si vous voulez vraiment agir pour arrêter la destruction du rayonnement de la France et de la langue française dans le monde, il faut alors que la France sorte de l'Union européenne, dont le principe même, la Coupe des pays francophones, est en train de détruire l'usage même de la langue française. Et j'en profiterai pour terminer en vous livrant le poteau rose, en fait, de toute cette opération. Et là aussi, nous sommes le seul mouvement politique à vous expliquer ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que la France est engluée dans un projet qui n'a pas été déterminé par elle, qui a été conçu après la Seconde Guerre mondiale, et qui vise à parvenir à un empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington. Dirigé depuis Washington, fondé sur un marché commun euro-atlantiste, c'est l'affaire du TAFTA et du TISA en matière de services. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle a déjà entendu parler de ces acronymes. Il s'agit au forceps d'imposer un libre-échange total et généralisé qui reviendra à donner tout pouvoir aux Américains et au passage à détruire ce qui reste de notre agriculture pour des raisons que l'on évoquera dans les questions si ça vous intéresse. Comme vous le savez, ces projets de TAFTA et de TISA sont négociés par la Commission européenne. Les ministres, les députés français n'ont même pas le droit de voir où est-ce qu'on en est des négociations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un président de la République française digne de ce nom aurait depuis belle lurette fait une communication publique en disant cette affaire de TAFTA et de TISA, c'est non. La France ne verse plus un sou tant que ces négociations continuent. Et nous payons beaucoup plus à l'Union européenne qu'on en reçoit. Si la France arrête de verser ses cotisations à l'Union européenne, qui ne sont d'ailleurs pas inscrites dans les traités, le montant n'est pas inscrit, donc on ne viole pas les traités, dans l'espace de 3 semaines, l'Union européenne est en faillite, ils ne peuvent pas publier les flux. On verra là qui a le pouvoir. Nous sommes dirigés par des traîtres à la nation. Parce qu'il s'agit de faire par ailleurs la publicité de la théorie du choc des civilisations comme justification théorique. Ayant l'OTAN comme armée commune, nous entraînant vers la guerre contre le monde russe et le monde musulman. C'est ça l'objectif. Avec là, vous avez ici l'OTAN, la carte des pays de l'OTAN, et en dessous, vous avez cette carte colorée qui est la carte tirée du livre de Samuel Huntington qui s'appelle The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, ce qui veut dire le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. C'est ce qui inspire la géopolitique américaine. Les Américains ont décidé que le monde du 3e millénaire, en tout cas du 21e siècle, serait celui-là. Ce serait un monde qui sera découpé par grands pôles, avec des grands pôles quoi? Des grands pôles religieux et raciaux, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a un grand pôle qui s'appelle le pôle judéo-chrétien, avec l'Amérique du Nord et l'Union européenne. Alors il y a des marges sur lesquelles ils discutent pour savoir est-ce que l'Ukraine... On ne peut pas comprendre les événements en Ukraine en ce moment si on ne comprend pas que les États-Unis ont décidé de faire basculer dans ce pôle qui domine l'Ukraine, pour essayer d'enfoncer dans l'Interland, c'est pas moi qui le dis, je suis de lire non pas Samuel Huntington, mais cette fois-ci Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller diplomatique de Carter et d'Obama, qui est l'un des grands géopoliticiens américains. Et puis vous avez ici, donc ça c'est le monde judéo-chrétien avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est dirigé depuis Washington, où tout le monde parlera l'anglais. Et le TAFTA, alors l'OTAN comme armée, le TAFTA est comme valeur suprême la loi du fric et du marché. Et tout le monde bouffe McDo et est prié de bouffer de Kentucky Fried Chicken. Voilà, c'est ça l'objectif qui nous est fixé. Et puis vous avez le monde latino-américain. Pourquoi il n'est pas judéo-chrétien? Parce qu'ils n'aiment pas les Yankees. Donc eux, ils sont parqués dans un truc comme ça. Vous avez vu que Donald Trump veut parachever le travail fait par la famille Bush, c'est-à-dire
Le long du Rio Grande, on tire à vue sur les gens qui veulent entrer. Et donc ça, c'est le monde latino-américain. Il y a les méchants, couleur pipi, ce sont les musulmans. Et alors un truc à l'américaine, c'est-à-dire, c'est schématique comme un western hollywoodien, c'est-à-dire qu'on met dans le même sac les musulmans sunnites, les musulmans chiites, les musulmans zaïdites, les musulmans, les alaouites. On met dans le même sac des gens qui relèvent de la tradition du Sahel, du Maghreb, du Mashrek, les Badaouis d'Arabie. Je rappelle que sur les 1,2 milliard de musulmans, il n'y a que 300 à peu près, 3 à 400 millions d'Arabes. Je rappelle donc que la très grande majorité des musulmans ne sont pas des Arabes. Hein. C'est le monde turcophone, c'est le monde arien avec les Iraniens, avec les Pakistanais, c'est le monde bengali avec les Bangladeshis, c'est le monde des Prigouni et des Bumiputras. Tout ça, ce sont des socles anthropologiques totalement différents les uns des autres. On met tout dans le même sac. Et puis, on met le monde indien, comme si l'Inde n'était pas un grand pays musulman. C'est le 2e pays musulman de la planète après l'Indonésie, excusez du peu. Oui, mais les Américains n'en entendent pas de cette manière. Donc ça, c'est le monde indien. Et puis les Américains ont mis couleur rose bonbon, c'est la Chine, le monde confucéen. Couleur abricot, ils ont eu la gentillesse d'accorder au Japon le fait d'être une civilisation à part entière. Et puis les super méchants, c'est pas seulement les Arabes qui ont la couleur pipi, ce sont les Russes qui ont la couleur caca. Et donc c'est le monde orthodoxe, qui sont les très très méchants.